l'architecture et la vie. Avec Maria et Thomas, on parle vie, on parle construction. Ton podcast dans ton salon. Oh la 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 la, oh la 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 la. C'est beau. La 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 la. Et oui, bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Salut Thomas, comment Oui. tu vas? Maria, ça va? Je mets un peu de musique, désolé. Ouais, Hop là, pas de c'est souci. Comme ça, on se sent un peu moins seul. Super, on n'est pas bien. là. Coucou Maria. Coucou Thomas. Est-ce qu'elle va bien, cette Maria, après un mois? Très bien, très bien. Le soleil rayonne. Le soleil rayonne, c'est dingue. C'est vrai qu'elle est un peu dans le visage, donc elle va Ouais, un peu, ouais, pour ceux qui nous tu regardent sur l'as sur YouTube, la gueule. oui, ou même sur Spotify, vont le voir qu'elle n'est pas au max de son... Au final, Au final, tant je mieux. Hein. rayonne. Tu rayonnes, et Donc- ça c'est... Oh oui, ça c'est toi Maria. Ouais. Cette femme rayonnante de notre vie. Voilà. Alors désolé, j'ai un peu un manque de voix, j'ai parle du nez, c'est voilà, la suite d'un week-end qui fut mouvementé, donc voilà, pour toi aussi en plus. Oui, mais on n'a pas vraiment eu le même week-end. On Hein. n'a pas eu le même week-end, on revient de Et- 2 week-ends de préparation de mariage, c'est une façon de préparer son mariage. Ouais. ou de dire au revoir au célibat. De dire au revoir au célibat, nous avons fait nos week-ends de EVG et EVJF, Donc, pas respectif. le mien. Enfin, oui, du coup. pas le tien. Oui. De moi et de Alba. ouais. C'était intense, c'était un week-end bien rempli, je pense pour Ouais. tous les deux. Ouais, c'était Mais- intense en émotion, en organisation. Ouais. Mais tout s'est très bien passé. Bon, ouais, au mieux. Hein. Ouais. Donc, moi en tout cas, je suis hyper contente de comment ça s'est passé. Nous, ça s'est bien passé aussi. C'était entre hommes bien Entre mâles. primitif de retour à un camping dans du froid, donc tant mieux. Ouais, comparé à nous, vous qui c'était étiez haute plus city. vibe. Ouais. À Londres, girly, tea time, tout ça, quoi. Oui, tout à fait. C'était bien l'inverse. Maria, qu'avons-nous aujourd'hui comme ton temps, pas du tout un Comme, temps. comme temps, thème, soleil. comme thème exceptionnel, l'histoire que nous introduisons gentiment ça. Alors, le thème, c'est la dualité ou un débat entre le patrimoine donc conservé, etc., mettre en valeur, Ouais. et tout ce qui est exigence actuelle, avancée technologique. Donc voilà, un peu ce choc. Insulation des bâtiments. Insulation. Insulation. Parce qu'en fait, je parle le néerlandais un petit peu. Oui. Oui, non, tout à fait, oui. Et en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai un thème qui suit ce que j'ai même pu visiter ce week-end pendant mon EVG. T'as visité J'ai des visité choses. ce Oh, bâtiment. waouh. J'étais tellement inspiré que je me suis dit, je vais parler de ça, parce qu'en fait, je pense que ça introduit bien sur ce petit thème qui est de cette fameuse dualité, comme tu dis, qui, je pense, est de nouveau plus ou moins à l'inverse de ce que toi, tu pourrais avoir, même si c'est pas vraiment l'inverse. Mais voilà. Ouais. Donc, laisse-moi t'introduire. Je suis curieuse. Il n'y a rien de dingue, je te montre ça ici. De nouveau, c'est toujours la même chose, hein. Ça va toujours bugger vu qu'on enregistre les écrans, etc. On parle Ok. de l'abbaye d'Orval. Ah. L'abbaye d'Orval ok. qui, ici, est assez intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a 3 périodes qui sont intéressantes à discuter, dont la période où ça a été construit Ok. pendant la période médiévale. Puis il y a une période Révolution française, donc ça a été détruit, donc c'est devenu des ruines pendant très longtemps, donc ça c'est en 1700. Et puis en fait en 1930, il y a eu une nouvelle abbaye qui est venue. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas du tout eu cette intention de détruire ce qu'il y avait avant. Ils sont partis du principe qu'on laisse les ruines et on les laisse à l'air ouvert. On verra comment ça réagit avec le temps. Mhm. On en fait même là-dedans un jardin, un potager, etc. Et on vient exprès construire à côté une autre Ok. bâtisse qui, elle, est assez moderne pour le coup. C'est plutôt même le bon mot de dire moderne. Pourquoi ? Parce que ça a été construit à partir des années 30 jusque Ah oui. dans les années 40. Et donc, il y a ce côté art déco qui est très connu Ah oui. là-bas, en tout cas. Et ce qui fait que Henri Vasse, ça s'appelle l'architecte, qu'on ne connaît malheureusement. Non. Mais, Pas très connu. mais voilà, probablement très connu, mais à cette époque-là, Ouais. mais que nous, on ne suit pas. Et qui a fait créé un peu cette architecture typique, on va dire, d'une abbaye art déco, qui est devenue une architecture orwellienne, comme ils l'appellent. Donc, Ah, effectivement, tu ça- peux voir sur les images. Alors, c'est ce qu'on a vu au musée. Hein, de nouveau, peut-être que je vulgarise certaines choses. Et donc, le plus intéressant à voir, en fait, c'est pas ceci. Ça, c'est vraiment pas intéressant. Tant mieux, tant mieux. C'est ceci qui nous Ok. intéresse. Je vais refaire View Image. Et donc, en fait, on a ici Ah oui, les oui, anciennes oui, oui. ruines, et on a tout à côté qui est en fait l'abbaye de Stavelot qui appartient aux moines. De Stavelot, tu veux dire Dorval D'Orval, c'est... Oh là là, Ouh là difficile, là. ça fait longtemps. Et à droite aussi, il y a du coup tout ce qui est habit, etc.
Mais abbaye, fromage, bière, etc., tout à fait à droite, ça c'est l'industrie. Et puis il y a vraiment l'abbaye en elle-même pour les moines où ils y vivent avec l'église et tous les autres éléments. Et donc nous on a visité ces ruines qui sont donc ici, qui est la seule partie publiquement accessible. Je pense qu'il y a moyen de faire des retraites et certaines visites quand même à l'intérieur, que on n'a pas fait à ce moment-là, c'était pas le thème du week-end. Mais on a du coup une église avec des volumes assez nets, on a peu d'ornements à l'extérieur parce que c'est art déco, donc c'est quand même assumé d'avoir moins ce côté plus aux fleurs, église qu'on a eu à l'époque. Et on a vraiment une sorte de dualité entre deux éléments qui, nous on vient en tant que visiteurs voir ces ruines, on s'imprègne un peu d'un espace, mais on entend tout ce qui se passe à côté. Les gens vivent là, il y a les églises qui sonnent, elles sonnent tous les X temps pour, allez pas célébrer, mais signaler ce qu'eux doivent faire dans la journée. Et pour autant, on arrive à comprendre l'histoire de ce lieu et on est quand même intrigué de ce qui se passe là. Et donc pas du tout dans l'idée de, en fait c'est des vieilles ruines, on va reconstruire ou alors on va casser dessus. Ils ont pensé, et c'est plutôt une mentalité moderne de penser ça, de se dire, non, on a la place pour, prenons le terrain et on vient construire à côté. Qui au final, c'est ce que j'écris aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment encore actuel de faire ça? Parce que de nouveau, nous on pense ville dense, on vit à Bruxelles ou dans les alentours de Bruxelles. Tu peux pas simplement te permettre de dire j'ai une vieille bâtisse ici, elle a peut-être été intéressante, on sait pas. Est-ce qu'on peut juste simplement construire à côté quoi? Là, il y a zéro réemploi, il y a que du nouveau, il n'y a pas de problème d'isolation, il n'y a pas de problème d'espace, il n'y a pas de problème de... On construit un peu ce qu'on veut, l'échelle est absolument énormissime de cette église, il n'y a pas de... peu de réflexion, on va dire, autour de l'environnement spatial qu'elle a quoi. Donc c'est quand même une grande différence par rapport à ici, mais... c'est quand même là où c'est intéressant, c'est qu'on a vraiment 3 époques distinctes qui définissent 3 manières différentes d'être, quoi. Il y a eu une époque, quelque chose qui a été construit, ça a été ruiné, et donc ça aussi pendant 300 ans, faut pas oublier, ça va de 1100 à 1700, et puis 1700 à 1900, donc il y a quand même 200 ans que c'est resté des ruines, et ils auraient pu très bien dire, on rase tout, c'est pas grave, on refait une ruine. Non, ils ont décidé surtout de garder. à ce moment-là. Et à cette époque-là, le tourisme n'était pas... ça existait bien évidemment, mais... c'était pas un truc qui battait son plein comme aujourd'hui où l'Orval est devenu un truc où, nous qu'on a été, il y avait quand même beaucoup de touristes quoi. Donc c'est pas à négliger. Et donc là, nous on a un projet où on fait un choix plutôt, nous, Henri Vasse à cette époque-là a fait un choix radical, de dire qu'on va séparer, c'est comment je l'avais écrit, séparer l'histoire qui est actuelle, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'abbaye, de la ruine qui elle est en fait comme un mémoire en fait, qui est resté là. Il y a vraiment une confrontation entre les deux qui est assez claire quoi. Bien sûr. Et donc quand tu vois les ruines et que tu vois le musée des ruines, tu vois des éléments doriques, ioniques, tu vois, ils montrent plein d'éléments qui sont peut retrouver de l'intérieur de l'ancienne abbaye, qui aujourd'hui n'est plus du tout présente dans l'abbaye moderne. Nous on le voit pas parce qu'on ne rentre pas dans l'église, mais il y a tout un sous-sol où on a accès et on voit quelques images où il y a cette architecture art déco qui a été photographiée. Et donc ça n'a rien à voir avec ce que nous on fait aujourd'hui. Là, c'est pas du tout on a un terrain, on le réutilise pour refaire une nouvelle maison, ou on a une ancienne ruine et pour avoir 6% de TVA on va garder les murs de fondation et on construit dessus quoi. Donc voilà. Et donc ça c'est ce que j'ai vu ce week-end sous le soleil, c'était vraiment, vraiment très beau. Et c'est quand même très grand, il faut bien imaginer que pour faire tout ça c'est quand même 1h30 quasiment. Ah ouais. Donc en fait on s'imagine pas les gels, c'est vraiment une abbaye qui est énorme, c'est vraiment... Sur la photo on voit c'est assez fou quand même. En fait ça c'est... On le voit effectivement peut-être un tout petit peu mieux ici, mais ce qu'on a visité, c'est ces ruines-là, quoi. Donc ça déjà, c'est 3 maisons, quoi. C'est vraiment énorme, c'est vraiment gigantesque. Et on rentre du coup par ici, et tout ceci est aussi une partie du musée, du shop, etc. Et tout ceci, on n'a pas accès, en fait. Tout ça, on n'a pas accès. Mais on entendait les cloches qui sonnaient. On a ce côté un peu art déco on le voit pas très bien, mais c'est assez épuré, quoi. Oui, c'est pas... droite, une statue, un truc assez élégant. Je sais pas si en cherchant art déco, on peut mieux trouver, mais bon, en soi, c'est pas l'essentiel de voir l'art déco, mais c'est ça qui... C'est quand même une époque assez particulière pour construire une église. Oui, je trouve aussi. Tu te dirais en 30, tu construis peut-être un immeuble avec 3-4 étages, beaucoup plus pensé dans une logique des choses, bien préparer les espaces. Tu connais le programme, comme toi, on t'en donne dans le public, tu vas avoir X chambres, etc. Là, il y avait vraiment cette volonté d'église. Je comprends, c'est des moines aussi, donc ils avaient besoin d'une église, mais ils auraient pu faire un truc plus contemporain, plus moderne. Non, ils se partent quand même sur une typologie plutôt moderne, plutôt contemporaine, non, à l'ancienne, mais revisitée de façon contemporaine, un peu simplifiée, on va dire, dans les traits. Tout à fait. Donc, voilà. Et donc en fait, ça c'est les ruines, ça c'est le côté art déco là. Oui, c'est marrant. Cette photo-là est un peu marrante parce que tu vois la... Ici non, à droite, celle-là. Oui, voilà, parce que t'es depuis les ruines et tu vois tout à fait, nouveau. Et donc t'as vraiment et on se rend compte un peu de l'échelle aussi, parce qu'il faut oublier que là, par exemple, les voûtes qu'on voit là, c'est déjà énorme. C'est énorme, oui. C'est vraiment une échelle qui est assez importante. Et on les voit aussi, par exemple, ici,
c'est assez élégant et assez épuré, même comment c'est fait là. C'est du carré, c'est droit, c'est des lignes. Il n'y a pas beaucoup de. Bien sûr, il y a des ornements, on se comprend, hein, mais c'est pas du tout qu'est-ce qu'on aurait dans l'habitude de voir, quoi. Allez. Donc ici, un exemple qui, je pense, n'est pas commun. Aujourd'hui, on va pas souvent se dire qu'on va fermer, non, c'est vrai. fermer un espace pour faire ça. On a de moins en moins le luxe de pouvoir le faire. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc un peu différent. Mais je trouve que c'est marrant aussi pour l'époque parce que c'était l'après. Enfin, guerre, etc. Hein, tout à fait, ouais, bien sûr. Que souvent, en fait, on faisait table rase, on recommence. Bien sûr. Y a beaucoup ce truc de, on oublie un peu le passé, ouais, tout à fait. On passe à autre chose, quoi. Du coup, je trouve ça marrant, quoi, qu'ils aient fait ça. Mais moi aussi, c'est ma première réflexion que j'ai eu sur place. C'était déjà, c'est étonnant qu'ils partent sur une typologie tout à fait d'église. Ils auraient pu se dire, bah non, ok, c'est important d'avoir un espace sacré, etc. Enfin, en fait, je m'y connais pas assez de savoir tous les espaces qu'ils ont. Et ils auraient pu penser d'une autre manière de faire cet espace-là. Mais non, pourtant, c'est distribué avec différentes cours, etc. Comme ça aurait été à l'époque, quoi. C'est une typologie en plan très classique, quoi. Oui. Il y a rien d'étonnant, mais ça crie plus quelque chose des années 1700 ou 1800. Oui. Mais du coup, non, là, c'est il y a 100 ans, quoi. Oui. Donc c'est assez récent pour une bâtisse. Hyper récent. Donc voilà, la petite abbaye d'Orval que je vous conseille vivement d'aller. Si vous aimez la bière. Et le fromage. Et le fromage. C'est vrai qu'on oublie, c'est quand même pas mal le fromage aussi, quoi. Ouais. Mais bon, il y a beaucoup la bière qui est mis en avant. Oui. En plus, il y a un côté un peu exclusif où tu peux prendre qu'un bac par voiture ou un truc Oui, comme ça. C'est ça, oui. Là, c'était effectivement... Et donc, tu peux pas prendre de bac si tu ne ramènes pas un bac. Ouais. Donc en fait, là, du coup, nous, on voulait se dire, bon, on se prend juste un bac, on ne pouvait pas. Donc on a dû prendre un kit, c'était quoi, de visiteur. Et donc, tu as droit à 8 bières et un verre. Et puis voilà, quoi. Ça, c'était l'idée de cette petite abbaye. Allez, mais pas de bac pour nous. C'est comme ça. Petite astuce, il y en a au Colruyt. Ou au Carport. Oui. Et il y en a aussi beaucoup en Wallonie, en fait, tout simplement dans les environs là. Vous allez à Vielsalm, vous allez partout là dans la Wallonie Deep. En fait, c'est pas très dur à trouver. Non. Mais c'est quoi? Parce que j'avais entendu l'histoire. C'est parce qu'ils ont eu un besoin de financer, je sais plus quels travaux ou quelque chose. Qu'en fait, il y a une époque où ils ont dit en fait, on va en vendre une grande quantité. Et c'est devenu beaucoup plus simple d'en avoir. Alors qu'il y a une époque, c'était vraiment. Je pense pas que nous on ait connu cette époque-là, peut-être quand on était très jeunes ou nos parents, c'était très compliqué d'en avoir. C'était vraiment une légende de pouvoir avoir ça, quoi. Et voilà. Et après sur place, on a goûté plein de bières qui sont uniques à l'abbaye, qui sont que disponibles au restaurant. Ah oui. Il y a que l'Orval classique qui est vendu, mais nous on avait goûté 3-4 autres. C'était vraiment sympa. Ça vaut la peine. Il y avait pas trop de monde, alors c'était un week-end quand même de vacances, donc franchement faut y aller, mais c'est loin. Oui, c'est un peu loin. C'est 2 heures. Hein. Ouais, c'est facile 2 heures, parce que c'est 1h30 d'autoroute et puis route, quoi. Donc voilà. Bon. Mais pas aussi loin que ton projet. Ouais, mon projet c'est un peu plus loin. Mais donc bon, déjà le sujet qu'on traite c'est un sujet que j'adore. C'est un sujet que j'adore. C'est un débat que j'adore. Et ma référence se trouve à Berlin, qui est une ville. Sa ville de cœur. Ma ville de cœur. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un Erasmus à Berlin. Chaque épisode, elle le dit. Donc et là, elle s'en souvient pas. Ouais, voilà. Je vais mettre un petit son, je vais un truc Berlin. Enfin, non, il faut que je fasse attention. Son Berlin, en allemand. Ouais, c'est pas ce beau. Un son caractéristique de Berlin, c'est peut-être pas idéal. On t'écoute. Désolé. Et du coup, j'adore cette ville. Je trouve que c'est une ville qui est remplie justement d'histoire et d'avancées technologiques. Cette dualité, elle est présente partout. Ouais. Et un des bâtiments, on va appeler ça un bâtiment, que je trouve très très particulier et qui représente vraiment cette dualité dont on parle, est l'aéroport de Tempelhof, le Tempelhof Flughafen, qui est un aéroport qui a été... donc à la base, c'était un terrain, une espèce de parc, en fait, où les gens, mais avant, en 1800, les gens allaient là faire des pique-niques, etc., jouer au cerf-volant. En 1800, ouais. En 1800, ouais. Puis, en 1920, on a commencé à faire des démonstrations militaires dessus. Ok. Sur cet espace. Ok, oui, tout à fait. Puis, en 1923, on a construit un premier aéroport. Ah ouais, quand même. Ouais, qui est pas du tout
il n'y a plus de traces de cet aéroport, c'était un tout petit. Et puis en 1936-41, donc quand Monsieur Hitler est arrivé, a décidé qu'il fallait faire autrement. Il s'est dit qu'il fallait un beau gros aéroport militaire alors. Militaire. Tout à fait. Et donc c'est Ernest Zaghebe. Ok. Qui a construit cet aéroport. Et donc, c'est en forme d'arc de cercle. Tout à fait. Je vais ouvrir une petite image. Tu préfères laquelle ? Oui, celle-là, c'est celle-là. Oui, celle-là. Ouais, il faut ouvrir ici. Pour ceux qui veulent voir, vous pouvez aller sur YouTube ou sur Spotify. Sur Spotify, si l'image charge. Bien sûr. C'est pas parce que j'ai Internet de... Mais continue. De merde. Entre-temps, ça charge. Donc, c'est essentiellement un bâtiment qui se développe en arc de cercle. Pourquoi ? Parce que Hitler voulait que ce soit un peu comme des tribunes ou des gradins. Ah, ok. Parce que dans la toiture, le but était d'avoir des espèces de gradins où les gens pourraient voir les démonstrations militaires, donc avec les avions, etc. Oui, donc super. Tout ça est gigantesque. Hein. J'ai pu voir une fois. Hein. J'ai pas, j'en garde un bon souvenir. Mais je ne suis pas à ce point-là rapproché des bâtisses pour... Et c'est vraiment énorme. Et d'ailleurs, le projet de Ernest Zaghebe n'a pas été abouti. Ah oui, il n'a pas été finalisé parce que tellement c'était grand. Ok. Et donc c'était un symbole très fort du nazisme, surtout à l'extérieur aussi, parce que c'était l'aéroport. Il n'y a pas ce symbole un peu de l'oiseau là, tu vois c'est un peu assumé, un oiseau, aigle, tout ça. Et en fait, il y a clairement cette envie de... C'était un des aéroports les plus grands d'Europe à l'époque. Donc il y avait clairement cette volonté de démonstration. Oui, tout à fait. Et donc, c'était très fort lié à Hitler, le nazisme, tout ça. Oui, tout à fait. Donc, après, malheureusement, ou heureusement pour nous, les Allemands ont perdu la guerre. Ils se sont stabilisés, on va dire. Et du coup, il y a eu, juste après la fin de la guerre, en 1948 à 49, donc c'était le début de la guerre froide. Il y avait la séparation entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Oui. Et donc Berlin se trouvait dans Berlin-Est, mais Berlin se trouvait dans l'Allemagne de l'Est, mais dans Berlin. Oui, c'était séparé également. Oui. Est divisé. Oui, bien en sûr. deux. Oui. Oui, c'est aussi, on le voit très clairement dans la ville, hein. Il y a beaucoup de musées autour de ça. Hein. Voilà, et donc c'est divisé, mais la ville se trouvait dans la zone de l'Est. Ok, ça ok. Ouais. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle le blocus de Berlin. Oui, tout à fait, oui. Et pendant plusieurs jours, voire semaines, voire mois, ça je ne sais plus, mais pendant une longue période, la partie ouest de Berlin a été bloquée. Il n'y avait plus de vivres qui arrivaient ni par train, ni par bateau. Et donc, il y a eu un réel besoin d'approvisionner ces gens en nourriture. Quoi. Et du coup, il y a eu plein d'avions qui ont été envoyés... Grâce à l'aéroport ici, qui lui est situé à l'ouest. Qui est situé ouest. Oui, c'est ça. Il est sud-ouest. Ouais, je me souviens plus sur une carte où est-ce qu'il était. Oui. Il est à l'ouest, mais c'est loin de la ville quand même dans mon souvenir. Non, c'est assez central. Et c'est ça qui était... J'en ai un souvenir que c'était assez loin. Faut arrêter de me couper. Désolé. Voilà, je vais dire où ça se trouve. C'est vrai. Alors, je vais continuer. Dis-moi. L'aéroport, une des particularités, c'était que c'était assez central dans la ville. Donc, ça pouvait arriver facilement et il était assez grand que pour accueillir quand même des gros avions. Bon, pas du tout des gros avions de maintenant, mais des gros avions de l'époque. Et c'est un truc qui est dingue parce qu'il y a un truc comme toutes les 2 secondes et demie, il y avait un avion qui décollait. Ah oui, ok, qui atterrissait. C'était tout le temps, en continu. Et c'est grâce à ça que les gens ont survécu, quoi. Donc ça, de être un symbole du nazisme et de l'oppression et du totalitarisme et de la dictature, c'est devenu complètement à l'opposé. C'était la liberté, l'espoir, tout ça.
Donc après, une fois quand la guerre froide s'est terminée, ça a repris petit à petit les vols normaux, civils, etc. Et par contre, vu que c'était à centre de la ville, les possibilités d'extension étaient limitées, voire impossibles. Ok, oui. Et donc, il y avait de moins en moins d'avions commerciaux. C'était de plus en plus des avions privés, etc. Et donc, à un moment donné, c'est devenu beaucoup trop petit. Et en 2008, ils ont décidé de fermer l'aéroport. Ah oui. 2008 2008, oui. Mais Quand même. bon. Tard. Oui, bien sûr. Ouais. Tard, mais voilà. Donc, de 2000 à 2008, c'était des vols privés, des vols, etc. Et puis est venue la question de qu'est-ce qu'on fait avec cet aéroport qui est énorme. L'échelle est quand même humaine, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est vraiment assez central dans la ville, franchement. Ouais, tant mieux. Et du coup, ce qui est chouette, moi je trouve, c'est que y a eu un débat sur le fait de raser tout et de construire des apparts. Oui, parce qu'il y avait, c'était un grand terrain, c'est une bonne localisation, et donc voilà. Mais il y a eu un référendum et il y a énormément de gens qui ont voté contre, qui étaient complètement contre, et du coup, ils ont décidé que ça allait devenir un parc. Et ils l'ont laissé comme ça. Donc ils ont, disons, aménagé certaines parties, mais actuellement, tu vas là-bas, il y a encore les pistes de décollage. Oui, je m'en souviens bien. Oui. Et c'est marrant parce que je trouve qu'on revient un peu à la fonction primaire de cet espace, en 1800, où les gens allaient là faire un pique-nique, jouer au cerf-volant. Oui. Et maintenant, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il y a toute j'ai des frissons. J'adore. Non mais j'adore, je trouve ça a un peu de poésie comme ça. Oui, non mais oui, bien sûr. Que ça a traversé des moments clés, phares dans l'histoire de l'humanité. Mais revenir aux sources quand même. Et revenir aux sources. Mais toute la trace de cette histoire, de ces événements, reste là. Oui. Et puis il y a donc le bâtiment. Il y a plusieurs rénovations qui sont en train d'avoir lieu. Ça a été utilisé par les réfugiés pendant 2 ans en 2015. Ah, ok. Donc, hébergé. Mais maintenant, il y a un musée qui est en train d'être aménagé là-dedans. Il y a la police qui est là-dedans. Et le projet initial de faire des gradins, ils veulent le reprendre. Et du coup, de faire un petit rooftop et d'avoir cette vue sur... Il y a les gradins ? Il n'y a pas encore les gradins. Il n'y a jamais eu vraiment des gradins. Non, mais le but, c'est de faire des gradins, de faire un rooftop, etc. Et je trouve que c'est un espace qui est génial et unique au monde, je dirais. C'est assez spécial quand tu le vois pour la première fois. Ouais, parce que c'était étendu énorme en plein milieu de la ville. Vraiment, 2 rues à côté, t'as le Mustapha Kebab. Oui, ça je m'en souviens bien. Très bon kebab. Oui, je m'en souviens, oui. Mais t'as des gens qui font du cerf-volant, du vélo, enfin... C'est un endroit où, en ville, par exemple, à Bruxelles, tu te dis je dois apprendre à faire du vélo, par exemple, à mon enfant. Et tu te dis, où est-ce que un endroit safe, où il n'y a pas de voiture, où il y a un peu de longueur. Oui, on peut y aller. Voilà. Et ça, c'est incroyable comme endroit. Mais c'est énorme, c'est vrai que ça, c'est mon souvenir. Énorme. Moi, le seul souvenir que j'ai, c'est qu'on ne savait pas où était l'entrée, quoi. C'est même perdu parce que c'est pas très clair, ils disent pas où est-ce qu'il faut passer. Alors qu'en fait, c'est gauche et droite, et puis voilà, il y a des entrées un peu comme ça, quoi. Mais en fait, c'est vraiment, on était à pied et c'est vraiment très grand. Enfin, c'est très très grand. Tu marches vraiment longtemps, quoi, pour aller d'un côté à l'autre, c'est quand même. C'est très très grand. Et je trouve que je trouve qu'il y a beaucoup de ça à Berlin. Donc il y a la question de c'est quand même de base un symbole très fort du nazisme. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent. Surtout eux là-bas. Les mettre en valeur le nazisme, mais il y a beaucoup ce côté à Berlin, surtout je trouve, de se dire ça existait. C'est pas pour autant qu'il faut l'effacer. Et justement, on le garde là pour se rappeler que ça existait. Mais on lui donne un twist total. Et en fait, c'est plus le même, on le voit plus de la même façon. On a créé un espace ouvert et qui est accessible à tout le monde, et à la place de fermer et de le privatiser. Non, c'est vrai. Qui rappelle au quotidien ce que c'est, parce que finalement, en fait, il n'y a pas beaucoup de modifications. On voit encore oui, bien sûr, on voit les traces, etc. Tout est là. Hein. Mais et je trouve que c'est
c'est un peu ce dialogue entre préserver et puis qu'est-ce qu'on fait de cet espace qui ne sert plus de sa fonction primaire. Oui, tout à fait. N'est plus nécessaire. Mais qu'est-ce qu'on en fait pour quand même garder l'histoire et... Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'est un espace de fou quand même. Hein. Ouais. C'est surtout l'échelle en fait, qui est plus qu'impressionnante. Ça, c'est vraiment ça, c'est un truc de malade, je trouve. Ouais, et c'est surtout... c'est quand même vachement resté tel quel, quoi. Ça, c'est dingue. Et c'est utilisé complètement différemment, quoi. Moi, je trouve que c'est... Ouais, moi, j'adore cet espace. T'as bien raison de présenter ça, parce que c'est vrai que j'avais complètement... En fait, c'est un endroit que je pense pas quand je pense Berlin. En fait, tu vois, on n'y pense pas à ça, et je pense qu'on a été là parce qu'on avait envie aussi de voir le truc de Mustapha Kebab, de voir la file qu'il y avait, etc. Mais au final, tu arrives là, et puis en fait, tu découvres un espace qui est un peu, pour moi, vague à ce moment-là, et c'est anti-intéressant que tu te rends compte de l'échelle du truc, quoi. Et toute l'histoire, je ne connaissais pas du tout, donc... Ouais, mais moi, je connais parce que j'adore, mais c'est surtout j'ai fait mon mémoire sur la bâtisse, non. Non, mon mémoire c'était sur la reconversion des bâtiments emblématiques, représentatifs des régimes qui ont gouverné à Berlin au XXe siècle. Et donc, il y a toute une série de bâtiments, dont ce bâtiment-ci, mais il y a plein d'autres bâtiments qui sont super intéressants, qui sont passés, en fait, c'est ça qui est si marrant, ils sont passés de régime en régime, mais qui sont complètement opposés, quoi. On est passé de nazisme, donc dictature, à communisme. Oui. Et même l'image dans le bâtiment a du... Oui. Ah bah c'est marrant, j'y reviendrai à la fin, j'ai un exemple très qui donne un mot sur ça. On en reviendra après, mais très... c'est fou ça. Ouais, et il y a plein de bâtiments, et donc mon mémoire c'était par rapport à ça, à la réutilisation, donc c'est un bâtiment représentatif de cette... et pourtant, ils arrivent à le réutiliser. Ah oui, bien sûr. Et à se l'approprier et à ce que ça devienne représentatif pour le régime actuel, quoi. Ouais, tout à fait. Et à la fin, du coup, comment on a réutilisé de façon contemporaine maintenant ces bâtiments, pas vraiment pour un régime, mais voilà, comment on garde cette histoire et comment on en fait... au final, qui même rejoint ce qu'on avait juste avant, quoi. On garde l'histoire de la ruine pour avoir un mémoire de ce qui avait pu avoir lieu. C'est Révolution française, on détruit tout. Et c'est pas encore la même chose. Mais... Ouais, c'est un peu différent. Enfin, c'est chouette. Les deux exemples, c'est que ton exemple, il y a une ruine et on fait à côté. Ah oui, on respecte, tout à fait, on dit ok, il y a ça. C'est un peu style musée en fait, finalement. C'est un tout peu à fait ça. Voilà. Tout à fait ça. Et que dans le cas de ces bâtiments-ci, c'est plus ok, il y a ce bâtiment, on le réutilise, on garde une trace de ce que c'était. Berlin, mais c'est leur manière de construire et de traiter l'architecture est très... Ouais, je vous conseille, si vous voulez lire mon mémoire, je vous le passe. Mais il y a une autre personne qui a fait un mémoire sur le patrimoine, parce qu'on adore le patrimoine. Elle nous entend, je vais essayer d'aller la chercher. Alba, elle va arriver, elle va nous présenter de magnifiques choses. Nous avons notre première viens. invitée du podcast. Bonjour. Et c'est Alba Corioni, donc grande amie de Maria Rustartega, fiancée, bientôt femme de Thomas Paco. Tout à fait. Bonjour, merci de m'inviter. Avec grand plaisir. Donc voilà, nous parlions du patrimoine et je venais d'expliquer, ça c'est le mémoire d'Alba, pas le mien, mais de ma référence qui était du coup l'aéroport de Berlin, qui était présent dans ma... non, c'est pas ma thèse. Ton mémoire ? Mon mémoire, voilà. Okay. Et donc, tu as parlé dans ton mémoire aussi de réutilisation de bâtiments. Tout à fait, mais moi c'était sur des bâtiments, en particulier les églises. Les cathédrales, les bâtiments religieux en général. Et c'était du coup les reconversions d'églises en logement particulièrement. Même si dans mon mémoire je suis partie un peu plus loin et donc il y avait plein d'exemples un peu plus fous, on va dire, comme une salle d'escalade dans une église ou... Ah waouh. Oui.
il y a vraiment plein d'exemples. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était vachement plus répandu que ce que je croyais quand j'ai commencé mon mémoire. Et moi, j'ai fait ce mémoire sur ce sujet parce que mes 2 parents sont architectes. Et le bureau de ma maman était en train de faire ça. Donc, reconvertir une église en logement. Projet qui n'est toujours pas abouti, réalisé. Donc, ça date de 2012. Et c'est toujours pas fait. Pour vous dire à quel point c'est encore compliqué de faire ce genre de choses. En Belgique, en tout cas, parce que j'ai l'impression que dans d'autres pays, c'est vachement plus commun. Et aussi étonnant que ce soit aux États-Unis. Quand même très encore religieux, catholique, etc. Mais je crois qu'il y en a tellement, et surtout avec des beaucoup plus petites échelles, qu'il y a beaucoup de logements, maisons unifamiliales qui sont dans des églises. Ah oui. Elles ont peut-être, tu m'arrêtes si je me trompe, mais peut-être moins de qualité architecturale. Oui, et je crois qu'ils en ont quand même vraiment plus. Ici, si on prend une ville comme Bruxelles, alors il y a beaucoup d'églises, on va pas se mentir, mais comme tu dis, ça va être des églises un peu plus grandes. Il y en a une pour tout un quartier, et même si c'est en train de disparaître, ou en tout cas de diminuer de plus en plus, il y a quand même encore des gens qui vont à la messe. Il y a de plus en plus de communautés aussi religieuses. Ça reste les églises catholiques, etc. Mais il y a d'autres communautés qui arrivent et qui reprennent des églises et qui les réhabilitent, mais en église. Ouais. Et donc ça, on voit ça aussi. Mais du coup, mon mémoire, c'était en logement. Et j'avais toute la question aussi, en plus de l'architecture et juste de dire comment je transforme une église pour que ça devienne chouette d'y habiter. Parce qu'une église... moi, j'adore visiter les églises en été, d'avoir la fraîcheur qui rentre dedans, mais c'est quand même considéré comme quelque chose de sombre. Il peut y avoir une belle lumière qui arrive, mais c'est pas comme tu aurais envie dans ton appart d'avoir full soleil. Et du coup, j'avais toute la question aussi spirituelle. J'ai fait toute une enquête en ligne de savoir si, psychologiquement, est-ce que tu serais d'accord de vivre dans une église. En plus de genre c'est stylé ou pas, dans ton esprit, savoir que c'était un lieu un peu chargé. Ouais. Et le résultat de cette enquête Vraiment, on est sur quasi du 50-50. Ah ouais, ok. Ouais. Ok. Et moi, personnellement justement, j'ai fait mon mémoire là-dessus. Et j'ai un peu changé d'avis, je crois, en cours de route. Ok. Parce que j'ai visité donc l'église qui m'a fait faire mon mémoire et dont je parle énormément dans mon mémoire n'est toujours pas faite. Mais par contre, ils ont fait un couvent. Il y avait une partie chapelle et la chapelle, c'est la plus belle partie. Et je me rends compte que finalement, j'aimerais pas. Ah ouais, ok, marrant. Franchement, j'avais vu les endroits et j'étais là, non, mais ça claque d'avoir ces grandes fenêtres qui ont plus de vitraux, qui sont donc quand même clairs, etc. Mais je me rends compte que l'idée de vivre dans un lieu qui a été, je disais chargé, mais c'est chargé, même si c'est pas que spirituellement, c'est aussi chargé d'histoire, etc. Je crois que j'aimerais pas. Ok. donc j'ai changé d'avis. Et c'est pour ça, pour tout, ou juste pour le fait de vivre dans un endroit chargé d'histoire. Enfin, est-ce que le fait de, par exemple, réutiliser quelque chose d'historique pour en faire autre chose, tu trouves que du coup maintenant, après ton mémoire, c'est un peu bizarre? Non, justement, ça, je trouve ça vraiment bien. Ouais. Et je trouve ça plus chouette d'avoir une salle d'escalade dans une église que des logements. Parce qu'il y a aussi, en fait, l'église, ça rassemble. L'église, c'est un grand volume. Et quoi qu'il arrive, quand tu fais des logements, tu morcelles l'église en petites parties. Ouais. Et donc, tu perds un peu le côté... en fait, moi, j'aime bien l'architecture, j'aime bien les bâtiments. Et du coup, avoir un grand volume, c'est quand même super. Et je trouve qu'il y a plein d'affectations qui peuvent bénéficier de ça et pas vraiment le logement. Oui, comme quoi, en fait, faut quand même choisir une affectation correspondante, même si ce n'est pas la même que l'original. Choisir quelque chose qui va mettre en valeur le bâtiment, que tout ne peut pas marcher, quoi. Non, que tout ne peut pas marcher. Et alors moi, j'ai aussi la réflexion, c'est un peu ma promotrice qui avait lancé ça, c'est que c'est une bonne manière de garder et de se dire, on n'utilise plus les églises. Qu'est-ce qu'on a besoin le plus dans une ville ? Ça reste quand même le logement. Ouais.
Et donc, ça reste une bonne manière de garder les églises et de leur trouver un nouveau truc. Mais en fait, on n'a pas besoin de garder toutes les églises. Et moi, ça, je le pense sur tous les bâtiments. Il y a des bâtiments c'est super triste de les détruire. Mais il y a des bâtiments, à un moment, si on veut pouvoir avoir des nouvelles choses et faire de l'innovation, il faut en enlever d'autres. Parce que la Terre n'est pas extensible pour toujours. Et donc, il faut faire de la place pour les nouvelles choses. Parce que je pense qu'à un moment, on s'est dit l'art nouveau, c'est horrible, il faut surtout pas faire ça. Et aujourd'hui, on trouve ça incroyable. Et donc, je dis qu'il faut casser des choses, évidemment. C'est hyper dur comme choix. Parce qu'on a quand même détruit la maison du peuple de Victor Horta et maintenant tout le monde pleure. Mais à l'époque, ils trouvaient ça nul et qu'ils voulaient faire quelque chose de nouveau là-dedans. Donc, c'est toute une réflexion. Mais voilà, il y a des églises qui valent la peine, d'autres qui valent pas la peine. Et je pense que c'est un peu dans tous les... Je trouve que... Tu vois, quand tu dis il y en a qui valent la peine, je trouve ce qui est vraiment difficile, c'est que il y a un côté assez grand qui est subjectif, parce que et du coup, comment déterminer que celle-là, elle vaut la peine et l'autre, elle vaut pas la peine? Parce qu'en fait, au final, c'est Pierre-Paul Jacques qui va dire que celle-là, elle est plus qualitative que l'autre. Alors que 50 ans après, il y a Catherine, Julie et Marie-Josée qui vont dire que l'autre était plus qualitative parce que patati patata. Ah ouais, c'est hyper dur. Oui. Parce que je trouve qu'on doit quand même pouvoir casser pour refaire du nouveau et innover et peut-être lancer un truc qu'on ne connaît pas qui va être génial et qui dans 150 ans, tout le monde voudra le protéger parce que c'est juste magnifique. Ouais. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Et du coup, oui, comment on choisit, c'est ça qui est dur. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on regrette certains bâtiments qui ont été détruits. Oui, mais et qu'on regrette certains bâtiments qu'on garde aussi. Oui, mais moi, je rigole toujours en parlant des années 80 et des années 90, parce qu'aujourd'hui, on trouve que certaines choses sont pas très belles, mais en fait, si ça se trouve, dans 30 ans, on se dira « Ah non, mais ils étaient fous, ils ont cassé ce bâtiment-là alors qu'ils étaient super, on a perdu des choses. » Mais voilà, ça, effectivement, c'est très subjectif. Ouais, on le saura que dans 50 ans. Ouais. Rendez-vous dans 50 ans. Merci Alba. Merci beaucoup pour ton que intervention. Le béton apparent ne sera plus aussi à la mode dans le futur. Et le papier peint reviendra. Merci Alba d'être venue. Merci. C'est un éternel recommencement. Et oui. Waouh. Tu reviendras à la fin nous faire un petit retour final, d'un petit conseil de choses que tu aimes bien. Super. À tout à l'heure. Merci d'être venue Alba. Alors, super, t'as vu ça comme c'est sympa d'avoir un petit invité qui nous rejoint? Mais oui, clairement. J'avais oublié, c'est déjà agréable. Ouais, On adore. Top ça. Est-ce que tu veux parler un peu de ce que tu nous as noté ici, Maria? Ouais. Mais donc, dans toute cette vibe de réutiliser tout ça, nous au bureau, on a plusieurs projets où on réutilise des structures existantes qui n'ont rien à voir pour faire d'autres espaces. Alors, je dois dire que j'observe quand même que souvent, c'est des espaces du style culturel. Ça marche très bien, ça. Ça marche très bien parce qu'il y a un côté un peu pas musée, parce que c'est pas musée, mais des grandes structures qui te donnent un poteau-poutre facile à réutiliser, on va dire. Il y a un côté l'histoire et puis la culture et tout ça. Mais donc, on a rénové, on a transformé un ancien hangar à train à Pontassel. Ok. On peut voir ça sur Internet ou pas? Bien sûr, c'est sur notre nouveau site d'ailleurs. On va chercher ça. Qui est tout frais de ce mois-ci. Tout frais, tout beau. Dis-moi comment est-ce qu'on appelle exactement. Pontassel. Dans Pontassel, je l'ai cherché. Ah ok. Pontassel, mais tu peux mettre FP, tu peux mettre FP Architecte. FP, on va trouver, ok. Désolé, vas-y. Il n'y a pas de souci. Et donc, c'est un ancien hangar à train. Ok. Qui, à mon avis, tu dois aller sur mon site. Ouais, sur sur mon site. Enfin, sur notre site. Elle me rend folle. Tu dois aller sur mon site web. Voilà, ici. Non, en bas. Agence d'architecture AFP. Super. Il n'y a pas juste le lien directement? Non, il n'y a pas. Je vais chercher. On t'écoute entre-temps pendant que tu nous expliques. Donc, c'est un ancien hangar à train qu'on a transformé en maison de village, espace culturel, donc avec un espace de représentation, un espace d'exposition,
et des bureaux, des salles de répète. Ah mais voilà, c'est là en dessous. Okay, je vais essayer de le récupérer si je fais accepter. Ici. PAC ? Ouais, Pontacelle, PAC. Waouh. PAC 22. PAC. Allez, hop, voilà, c'est bon. On t'écoute de nouveau. Et donc, c'est un endroit qui a été à l'abandon pendant longtemps. Et c'est marrant parce que, je sais pas si tu vois sur la photo, il y a donc le bâtiment à gauche, c'est le bâtiment qu'on a rénové. Mm-hmm. Le bâtiment à droite, c'est en fait pratiquement le jumeau de notre bâtiment. Oui. Qu'ils ont transformé, genre 5 ans avant, en logement. Ok. Et le bâtiment à l'arrière... Donc qui est dans le fond, oui, tout à fait. Dans le fond, c'est un énorme hangar aussi à train, parce qu'en fait la gare est pas très longue, qui est en ruine. Et du coup, bon là, le projet est fini, mais c'était marrant pendant le chantier, parce que tu avais les 3 phases d'un peu d'utilisation de ces bâtiments. Oui, bien sûr. La ruine, tu avais le truc en chantier, donc on le transforme, et puis tu as celui qui est déjà fini. Et c'est un espace qui est vraiment sympa et qui, je trouve, respecte quand même la structure existante, mais qui voilà, amène toute une autre utilisation et une autre division, spatialité, etc. Et c'est quoi sa plus grande utilisation aujourd'hui ? C'est des espaces à louer qui deviennent des espaces de fête Oui, c'est vraiment un espace de culture, événements. Oui, c'est ça, oui. C'est géré par le Centre culturel de Pontacelle. Tout à fait. Et donc, c'est assez polyvalent comme espace. Ouais, mais voilà. Et pour ceux qui sont intéressés, il faut vraiment regarder l'écran. Là, on verra le mieux. C'est difficile à décrire comme cela. Oui. Mais sinon, vous allez sur FP Architecte et puis vous allez sur Pontacelle. PAC. Et même Alba qui vient voir au loin. Voilà. Et ça, c'est quand le bâtiment était comme ça. Maria est peut-être là dans l'image. Enfin, non, j'étais pas là. Mais... Pas encore là. Ça, c'est pendant le chantier. Pendant le chantier. Ah oui, vous vous rendez compte de l'échelle quand même, c'est assez impressionnant. Donc c'est une réutilisation d'espaces qui étaient complètement à l'abandon. Oui. Et on leur a redonné de la vie, on a redynamisé de cet espace et je trouve que ça fait partie de l'histoire de Pontacelle parce qu'il y avait une histoire ferroviaire, etc. Et là, il n'y a plus besoin. Mais du coup, ces bâtiments restent là, quoi. Oui, et utilisés, heureusement. Oui. À la place de les détruire et de se dire qu'on crée effectivement du simple logement à 2,50 m sous plafond, on vient en créer un vrai espace culturel utilisable et louable, quoi. Voilà. Et là, ce qui est sympa aussi, c'est de voir que, en fait, le même bâtiment, parce que c'est pratiquement les mêmes volumes, ça peut servir de... On peut le transformer en espace public. Oui. Ou tant le faire en logement. Ouais, ça marche. Donc... Et ça, vous avez fait ça quand ? C'est quelle époque, ça ? Ou ça, c'est récent ? Ça, j'ai fini le chantier été dernier. Ah oui, donc très récent. Ouais, très récent. Top, hein. Très chouette chantier. Ouais, c'est effectivement... Bon, après, moi, si j'ai une petite référence interne aussi que j'avais fait avec mon bureau à l'époque, enfin, un de mes tout premiers bureaux, c'est avec Architects Lab. Donc, c'est aussi sur un site web que vous pouvez aller voir, que j'avais aussi fait en partie avec un collègue qui s'appelait Jérôme. On avait fait un petit site simple. Bon, là, c'est très moche parce que là, c'est mis sur une grande télévision. Mais c'est le projet d'une crèche, en fait, où on est dans une magnifique maison de maître dans le centre de Bruxelles. Maison de maître qui est sur l'avenue de Tervuren, donc les plus belles maisons de maître où il y a toutes les ambassades, etc. Qu'est-ce qui est intéressant à cette maison ? C'est que tout était assez resté dans un bon état et d'origine qu'on a essayé tout le bureau a essayé de le garder dans un principe où en fait la crèche ne va pas, parce qu'on sait très bien qu'on a un programme de crèche d'avoir plein de petites chambres, plein de petits niveaux, il faut avoir des trucs pour les enfants, etc. De justement garder tout d'origine quasiment et d'avoir un volume qui est assez ouvert, qui lui distribue toute la technique, on va dire, la technique pour les enfants, donc tout ce qui est sanitaire, etc. Et donc on se retrouve avec ce genre d'image là qui fait que on a toute la maison d'origine qui est autour de nous, donc on peut vraiment bien voir sur l'image ici, toutes les moulures sont d'origine, les miroirs sont d'origine, les plafonds sont d'origine, les détails de moulure dans la chambre du milieu sont d'origine. On voit juste qu'il y a une gaine de ventilation qui a été ajoutée, mais elle est, au final, si on ne le dit pas, on la voit vraiment. Franchement, moi je l'ai vu 2 secondes avant que tu l'as dit. Et en plus, ça a été mis assez élégamment entre la colonne et le mur qui porte la poutre au-dessus. Et en fait, c'est donc un collègue à moi qu'on avait essayé d'inviter la semaine passée, Thiago, qui a designé ce petit espace au milieu, qui lui sert comme espace de comme je disais, sanitaire. Je vais essayer de descendre ici pour montrer. Je reviendrai un peu sur cet espace-là.
Est-ce que j'arrive à charger le reste ? Ça marche pas, désolé. Ce sera sans autres images. Du coup, je vous le montre un peu comme ça. Mais donc, il y a aussi une nouvelle circulation qui a été mise dans le projet, qui était cachée dans l'idée on garde les portes d'origine, on vient mettre un miroir. Et si jamais on veut circuler dans la maison, parce qu'il y avait des appartements qui étaient aussi au 3, 4, 5, il fallait bien monter aux autres étages de la crèche pour aller aux étages où il y avait les enfants qui dormaient, où les enfants pouvaient jouer. Donc, une nouvelle circulation interne a été faite en cachant ça, c'est-à-dire des blocs miroirs pour un peu agrandir l'espace de la maison. Et ce volume-là, du coup, je sais pas vous le montrer. Ah bah si, voilà, c'était en train de charger, désolé. On le voit, donc ça c'est depuis l'autre côté de la pièce, donc on le voit jusqu'à l'avant de la maison. Et là, on pouvait sortir un petit élément ici du meuble pour pouvoir monter au-dessus, parce qu'on se rend pas compte, mais ces maisons de maîtres là, c'est 3,50 m, 3,80 m sous plafond. C'est hyper haut. Hein. Très très haut. Et le volume pour les petits-enfants ici, donc quand on rentre dans ce petit espace qui est là, je sais pas si j'ai un petit axo ou un petit ISO, non ? On ne le voit pas, mais en fait, ici, je vais essayer de zoomer dessus. Si j'y arrive, on avait tout simplement un lavabo adapté pour 2 enfants, 2 petits WC pour les enfants et un lavabo pour les adultes du coup qui pouvaient à ce moment-là soigner ça. Tout simplement, il n'y avait rien besoin de plus. Le reste, les chambres étaient en haut et les enfants étaient quand même cachés derrière un mur bas qui était du coup à 1,40 m, 1,50 m. On ne les voyait donc pas parce que c'est une crèche, donc ils sont tellement petits. Et l'espace pour se changer était quand même caché parce qu'il y avait une petite remontée de 20 cm. Très simple, très élégant, et on peut le voir sur le plan. Il n'y a rien qu'à changer, la maison elle est identique, il y avait une petite cuisine qui est venue se mettre dans le fond à droite et une nouvelle circulation interne qui se mettait là. Mais voilà, on se rend bien compte que dans ce projet, tout a l'air très simple, mais en fait il n'y a rien qui est simple, c'est quand même extrêmement compliqué niveau stabilité, extrêmement compliqué niveau technique, parce qu'on est dans une crèche, donc même niveau ventilation, il y a quand même un système D qui a été fait, donc dans la cage d'escalier à gauche, on voit qu'il y a déjà une cloison qui est sortie, mais en fait il y a des gros tuyaux qui remontent en haut à gauche. Et les espaces vraiment salle de bain pour les adultes, il y avait quand même des adultes qui pouvaient se doucher, c'était aussi au +2. Et donc on avait ce rez-de-chaussée qui en fait là est le +1 comme on le voit, on avait en bas la cave avec les rangements et au +1 l'espace de nuit et l'espace de jeu qui avait lieu tout le long ici. Donc si on remonte un peu dans les images, je vais essayer de faire ça ici, c'est les images en rouge, voilà, on a essayé de faire vraiment une DA, comme on dit, actuellement, bien colorée pour les enfants. Et donc de nouveau, moi j'ai participé au suivi de chantier de ça, mais c'est pas moi qui ai designé tout ça. C'est essentiellement Thiago qui maintenant, voilà, c'est un architecte qui a vraiment une touche en particulier. Et donc on voit qu'il y a un respect aussi de refaire un hall d'entrée assez typique avec du carrelage 10-10 ou 15-15. On va pas mettre du 60-60 en grès céramique, c'est vraiment pas l'idée. Et on continue l'idée avec du lino, d'avoir un truc un peu acoustique, des parois un peu légères en bois, des petits meubles pour chaque petit enfant qui étaient pensés. C'est très élégant, c'est très simple. Au final, on ne touche quasiment pas à la maison. On est vraiment dans le respect de la maison de maître. Et de l'extérieur, c'est comme si de rien n'était. On est venu remettre des éléments à l'avant-jardin qui avaient disparu, mais pour remettre un peu à l'époque. Mais sinon, la maison elle est toujours la même. Vous êtes capable de la voir si vous allez sur l'avenue de Taverne, vous allez de Montgomery à Mérode. La porte a été remise dans une couleur d'origine aussi en rouge, donc c'est très très marquant. Vous pouvez passer, n'hésitez pas à aller voir à l'avant de la crèche. Ceci est visible quasiment à l'avant de la crèche, mais tout ce qui est en haut, bien sûr, vous ne verrez pas. Mais donc là, l'idée était vraiment, on ne touche quasiment à rien, quoi. C'est vraiment une maison très unique dans son genre, et on vient rajouter 3 lampes, un petit module à l'intérieur, du lino, du coup, ça c'est la seule chose qui a été effectivement changée, mais pas plus. Mais c'est marrant parce que je suis actuellement occupée sur un projet où, surtout au niveau du rez du premier, il y a des pièces avec beaucoup de moulures, etc. Et donc il y a une demande de garder tout ça. Mais on doit faire des appartements dedans. Et donc, il y a justement cette idée aussi un peu de bloc qui est un peu isolé. Quoi. Ça, c'est ce truc important, c'est que c'est ouvert, quoi. Bon, là, ça ne sera pas ouvert parce que c'est un appartement douche, voilà. Mais c'est un peu ce truc d'avoir une boîte dans l'espace qui ne touche pas les murs, qui ne touche pas les bien moulures, sûr. tout ça. Et on respecte tout, bien évidemment. Donc c'est marrant. Oui, tout à fait. Et Alba vient de me montrer un exemple dont elle voulait parler, qui est effectivement pas bête à mentionner. On va se marier, du coup, dans pas trop longtemps. Et en fait, l'espace où on se marie, il fait effectivement ça aussi. Là, l'espace Bonneterie, là où on se marie, est une ancienne endroit où du coup ils produisaient des bas. Qui aujourd'hui est devenu un espace complètement réhabilité en béton, poteau-poutre, au sol aussi, qui est devenu un espace de fête, un espace de vie, de location, etc. Mais qui a toute une histoire derrière. Mais le bâtiment était en ruine il y a quelques années. On peut le voir sur Google. Je vous montrerai peut-être l'épisode prochain à la place de vous rechercher. Mais ultra bon exemple qu'elle le mentionne. Et c'est pas une référence que nous on a fait, bien évidemment. Mais là, ça nous touche effectivement à nous. Et c'est pour ça qu'on aussi, c'est marrant de parler de ce thème parce que on va se marier dans un lieu typique
est réhabilité et qui traite de ça, quoi. Mais il y a vraiment une grande tendance dernièrement à prendre ce qui existe. Parce qu'il y a tout ce mouvement moderniste après-guerre de se dire on fait table rase, on oublie tout ça, on a merdé, oupsie, on fait comme si de rien n'était, on repart à zéro. Ouais. Et je trouve que maintenant on change la mentalité, c'est plus on va pas nier ce qui s'est passé. Je parle dans les grands schémas. Oui. Mais on va plutôt travailler avec ce qui est déjà là. Oui. Et je pense qu'il y a même ça, même dans des domaines genre psychologie, etc., que avant on était plus ok, on a merdé, ok, on en parle plus. Lundi on recommence et on fait comme si rien ne s'était passé. Que maintenant je trouve qu'il y a beaucoup plus ce travail en continu en fait, où on s'est dit le passé il existe et ça me nourrit pour avancer et je dois pas. Après il y a ce risque de rester dans le passé. Je pense que il y a un juste milieu à trouver, de se dire ok, ça me sert, ça me nourrit pour avancer, sans nier, mais sans revivre éternellement le passé et se dire j'aurais dû. Ce qui est marrant, et je trouve que ça s'applique à plusieurs domaines. Bien sûr, ça s'applique bien sûr à plein de domaines. C'est surtout comme tu dis, la psychologie, il y a rien de plus moderne que de faire ça, quoi. Enfin, de contemporain. T'es aujourd'hui moderne, attention. Le mot est mauvais. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que on a besoin de consulter, on a besoin de parler de certaines choses parce qu'avant on ferait une barre sur ça. Et c'est important. Même moi, même beaucoup de gens et d'amis autour de moi consultent et ça fait du bien de pouvoir en parler, même si on se sent bien. On est heureux, mais le fait de pouvoir parler de ce qu'on a vécu et de pourquoi est-ce qu'on est comme ça et de comprendre qui on est devenu beaucoup plus important qu'à l'époque où effectivement on enfuit ça. Et comme même des maladies à l'époque, on va pas en parler, on va juste dire il est un peu fou, il a un peu beaucoup d'énergie, c'est comme ça. Non, aujourd'hui on assume, c'est analysé, on voit qu'il a telle maladie et c'est pas grave. Et puis voilà, il vit avec ça et il prendra sa rélatine s'il en a besoin, mais il n'y a pas de honte. Enfin, tu vois, c'est un côté où c'est assumé et c'est comme ça. À l'époque, je sais même pas dire quelle époque c'était. C'était pour moi, t'es malade et on te prend pour un fou, quoi. Oui. Et puis voilà. Oui, je trouvais qu'il y avait un peu une diabolisation du passé. Et genre, le futur, c'est avancé, c'est génial. Oui, bien. Et puis je pense qu'il y a aussi un truc, il posait extrêmement fort les choses sur l'histoire et il disait il faut pas que ça se reproduise. Oui. Ou alors, mon grand-père a fait ça, il faudrait qu'on fasse ça parce que c'était mieux. Ils vont jamais dire ah non, lui il a fait ça, faut absolument pas qu'on fasse ça. Justement, il partait du principe que ça fait quand même 2000 ans que les guerres se font comme ça. Qu'est-ce que j'en sais de tel endroit à tel endroit, il faudrait peut-être faire la même chose ou soit suivre les stratégies de ça à ça. Oui. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que c'est aussi il y a l'internet, quoi. Hein, c'est le fait d'en parler, le fait d'être ouvert avec d'autres gens. C'est ça, ce phénomène d'internet, ça a quand même changé. Je suis sûr qu'on pourrait faire un thème entier sur à quel point l'internet et le partage a changé dans l'architecture. Comment est-ce que le béton est arrivé ici, de faire des trous de banche. Enfin, c'était tellement pas un Belge, quoi. Oui, tout à fait. On fait des maisons en briques et on se retrouve avec des maisons à la Tadawando. Enfin, pas du tout logique. Oui. Mais bon, ça c'est vraiment encore un autre thème. Mais ça c'est pour un autre moment. Mais et donc du coup, ça, le fait. Mais donc, vas-y. Pardon, mais du coup, moi je pense même par rapport à ça, c'est que c'est pas tellement une opposition. Y a pas, c'est pas vraiment patrimoine ou avancer, enfin, ou je sais pas moi, conserver ou détruire. Je pense que ça va plus loin que ça. Allume la lumière. Ouais. Désolé. Ouais, ça va être super moche. On est le soir. Ouais. On est dans une ambiance du soir et donc on doit allumer, c'est comme ça. Mais donc, je pense que c'est pas comme tout dans la vie, on va dire, c'est pas blanc ou noir. Je pense que c'est un continuum. C'est de se dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on avance. Qu'est-ce qui est bon à prendre, bien évidemment. Dans le bâtiment, mais dans la vie aussi. Je pense que c'est inévitable d'avoir des expériences, des bonnes expériences, des mauvaises expériences, et puis de voir qu'est-ce qu'on garde de ces expériences, qu'est-ce qu'on se dit, ça ne me sert pas, ce n'est pas utile. Et alors, encore une fois, comme je disais avec Alba, c'est subjectif.
parce que ça ne sert plus à toi et peut-être qu'une autre personne dira que c'était le pire choix de ta vie. Mais et de se dire voilà, qu'est-ce qui me sert pas, quelle chose nouvelle je peux apporter pour que je puisse avancer. Et je pense que c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est un peu de l'un, un peu de l'autre. C'est hyper poétique ce que je suis en train de dire. C'est pas noir et blanc. Quoi. Enfin, attention, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Non, mais c'est vrai. Tu as tout à fait raison là-dessus. Et même, je pense que beaucoup de gens se posent cette question de quoi apprendre dans la vie et comment avancer vers le futur avec ce qu'on a déjà vécu. Quoi. Ouais. Aussi, il n'y a pas de bon choix. Non. Et parfois, c'est difficile parce que parfois, on a une certaine expérience, on connaît. Il y a un peu ce truc de vaut mieux quelque chose de connu, mauvais, que quelque chose de bon à connaître. Enfin, en espagnol, il y a cette phrase, c'est más vale malo conocido que bueno por conocer. Donc, vaut mieux quelque chose de mauvais, mais que je connais, plutôt que quelque chose de bon, mais que je connais pas. Donc, l'incertitude, parfois, on se raccroche un peu trop sur le passé. Oui. Et on se dit, ça a toujours été comme ça, mais c'est parce que comme ça. Et il y a un peu ce truc de victime, on va dire, de se dire, c'est tout ce que j'ai vécu, donc je ne peux pas. C'est comme ça, bien évidemment. Oui, bien sûr. On avait dit, ça fait des années, des centaines d'années que les gens vivaient comme ça. Quoi. Voilà. Et ça, on s'arrête un peu à ça. Oui. Je pense que faut essayer de jongler entre les deux, dire voilà, tout ça, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que je peux garder, qu'est-ce que je peux juste laisser aller pour pouvoir avancer. Voilà. Tout à fait raison. C'est très beau. Il n'y a pas de réponse. Pas de réponse à ça. Donc... Non, il n'y a pas de réponse. La réponse est propre à chacun. Oui. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et donc du coup, je suis d'accord avec toi. Et donc moi, pour pas répondre à un côté très comment ça, physiologique, ou enfin psychologique ou philosophique comme toi tu l'as, j'ai plutôt un exemple de notre thème. Si je peux. Je t'en prie. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un palimpseste? Palimpseste, oui. Ouais, moi j'ai découvert ce mot, donc je suis pas quelqu'un qui a la plus grande culture générale d'ici. Alors si des copines à moi de l'UNIF écoutent ça, elles vont beaucoup rigoler. Tant mieux. Donc voilà, donc j'ai découvert ce mot parce que je m'intéressais j'ai cherché un truc qui parlait de il y a des souvenirs de certaines choses et il y a des traces de choses dessus. Et donc j'ai découvert en fait un palimpseste et je n'étais pas du tout au courant de ce qui se passait dans ce monde avec ce mot. Et donc en fait c'est un écriteau, ou un texte qui a été écrit dans un livre noir sur blanc. Et en fait à une époque ça a peut-être été écrit dans 1110, puis 200 ans plus tard l'encre disparaît, on gratte l'encre, on réécrit quelque chose dessus. Même chose, 200 ans plus tard on réenlève, on réécrit. Sauf qu'avec les technologies modernes actuelles, on se rend bien compte qu'en fait, on est capable de retrouver au travers de différents rayons des écriteaux de certains. Et donc, comme exemple très connu, c'est le palimpseste d'Archimède qui a été retrouvé, qui a été récupéré à un moment dans le XXe siècle, début du XIXe, puis c'était mis chez un privé, puis retrouvé autre part. Qui, en fait, date du Xe, si je le note bien ici, que lui avait écrit et stocké des choses pendant des années. Ça s'est perdu. Puis au XIIIe, il y a des textes religieux qui ont été écrits dedans. Donc on ne savait pas du tout que c'était d'Archimède, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même une personne dont on connaît le nom, qui est liée à des formules mathématiques et divers. Et en fait, c'est seulement dans le XXe siècle qu'on se rend bien compte que les sciences et la manière dont ils traitaient les maths à cette époque-là étaient très intéressantes et déjà très poussées. Oui. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on se rend compte lors des analyses grâce du coup à un palimpseste. Et du coup, c'est marrant parce que ça, c'est un palimpseste physique, donc qui existe vraiment. Et alors, pour revenir à ce que tu disais là tout à l'heure, il y a aussi des palimpsestes d'usage. Donc, comme toi tu avais dit, avec ton église par exemple. Donc, par exemple, je ne sais pas si je l'ai ici, la basilique Sainte-Sophie à Istanbul. Oui. Du coup, n'était pas une mosquée, qui aujourd'hui est devenue une mosquée. Oui. Et il y a encore des traces du coup dans l'espace. Parce que c'est marrant de dire dans l'église, non, pas vraiment. Qui est comme ça, quoi, par exemple. Donc en fait, il y a certains éléments qui ont été recouverts. Donc pour ceux qui veulent voir, allez voir sur la vidéo. Donc on est dans l'intérieur d'une ancienne église, basilique, qui du coup est devenue mosquée. Donc il y a plein de signes qui ont été couverts, qui sont recouverts avec des draps et qui ont été cachés avec d'autres éléments. Et donc on a ce côté presque un palimpseste d'usage parce qu'on vient remettre des éléments devant, mais pourtant derrière il y a encore des couches de l'ancienne histoire de ça. Et donc on réutilise l'espace, mais c'est marrant de désacraliser l'espace pour le resacraliser d'une autre manière.
Mais et on accumule quoi. Il y a un autre exemple que j'ai vu cet été. Fou. C'est pratiquement la même chose, quoi. Sauf que un peu à l'inverse, en fait. C'est à Grenade. Ok. À Grenade? Non, c'est pas à Grenade. Peut-être. Ah, j'ai un doute maintenant. C'est pas grave. Non, c'est pas à Grenade. C'est une autre ville du sud de l'Espagne. Okay. Je vais retrouver. Très bien. Mais en fait, c'est c'est un mix entre église catholique et mosquée. Ah oui. Et okay. Oh mon Dieu, mais c'est mosquée est venue plus tard alors ou... La mosquée est venue. Non, c'était d'abord une mosquée. Et puis c'est devenu. Plus proche du Maroc peut-être et avec le temps. Oui. Il faudrait vraiment que tu. Si tu sais chercher. Tu peux mettre église mosquée sud de l'Espagne. Je cherche. Et donc c'est assez marrant parce qu'en fait il y a vraiment la mosquée. C'est un carré, genre mosquée. Mais en plein milieu, il y a de Cordoue. Oui. C'est connu de nom. C'est dingue. Oui. Franchement, je l'ai visité cet été et c'est incroyable parce que t'as donc tout ce carré rempli d'arches très, très typiques arabesques. Voilà. Et en plein milieu, t'as une cathédrale. Waouh. Genre, ils ont vraiment fait genre. C'est fou. Allez. L'image est belle. Et à l'intérieur, c'est ouf parce que t'as vraiment cette ambiance un peu sombre, oui, bien Maroc, etc. Et puis en plein milieu, t'as une église qui est blanche, immaculée. Ouais. Et c'est ok. C'est pas grave. Et franchement, je conseille si vous êtes dans la région, passage, vraiment, ça vaut vraiment le détour parce que c'est quand même quelque chose de, c'est comme ton exemple. Ouais. Pas l'impression. C'est encore même différent parce que là, c'est de nouveau. T'as vu, on garde l'histoire parce qu'ils auraient pu tout raser. Oui. On garde l'histoire. Là, ils se sont dit non. Et on va construire autour. C'est pas mal. C'est encore une autre manière de faire quoi. On vient même se coller à la bâtisse. Tu vois, c'est même pas. On vient en plein milieu. On se dit allez. C'est trop dingue. Bien, je sais pas si tu descends un peu voir s'il y en a d'autres choses. J'essaye, mais la souris, comme d'habitude, elle a toujours un peu de mal sur. Voilà. Ah ouais, c'est quand même assez impressionnant. Voilà. Là, tu vois l'église en bas, juste en bas. Non. À gauche. Ah oui. Ça, c'est l'église catholique. Donc, elle est blanche. Il y a même plus de mur. C'est vraiment la connexion directement de la nouvelle toiture. C'est un grand espace ouvert. Oui. Alors qu'il y a des arches de quasi-Viollet-le-Duc qu'on voit sur le côté qui tiennent. Oui, c'est vraiment super marrant à voir. Ah ben voilà, comme quoi. Je conseille. Ben voilà, c'est grâce à cette discussion que nous découvrons toujours de plus de choses. Mais oui. Du coup, des palimpsestes. Voilà, pour moi, une découverte en tout cas. Un mot. Une culture générale un peu limitée. Maria, est-ce qu'on passe à on critique ton habitation? Allez. En plus, tu m'as fait un petit teasing. Donc j'ai demandé effectivement à nos réseaux IA de nous sortir une maison. J'ai eu très peu de difficultés à trouver parce qu'en fait c'est très facile de trouver des maisons qui sont rénovées de vieilles pierres, etc. Très à la mode. Très à la mode. Sauf que je suis tombé sur une perle. Alors la maison au final est simple, sauf qu'en fait, ça va. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est le texte qui a été écrit. Donc cette personne a décidé de faire un petit roman. Ok. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être sympa, c'est de prendre ce roman, le mettre dans un lecteur de texte IA et qui nous lise ce petit roman d'une façon. On aurait une belle pour le format podcast, c'est super. Je vais mettre le petit truc. Parce qu'en vrai, la maison. Voilà, et on va regarder les images pendant que cette personne parle. Enfin, cette personne qui est un robot. Ouais. Mais il a écrit un petit texte. Bon, c'est très mal lu. Hein. Je vais peut-être un peu accélérer le truc, mais on écoute maintenant ce qu'il nous propose juste ici. Masse exclusive dans un cadre féerique dans la Drôme provençale Lachaud, charmant village médiéval situé dans la Drôme provençale. Avec le Mont Ventoux et les villages de Bouilly et Baronnie, Sisteron et Sceaux à 30 à 40 km, à une bonne heure de route de la Côte d'Azur, d'Avignon et d'Aix-en-Provence. Il est également possible de skier, avec les pistes de ski autour de Grenoble à 30 à 40 km. Ce qui était une ruine il y a 25 ans est aujourd'hui un magnifique mas rénové de grande qualité avec chambre d'hôte, sur un terrain de 1,3 hectares dans la région de Bouilly et Baronnie. Pierre naturelle authentique, volet bleu lavande et une piscine paradisiaque au milieu de nulle part, au cœur de la tranquillité de la nature provençale.
Dans cette élégante demeure, aujourd'hui exploitée avec succès comme chambre d'hôte, vous disposez de 224 mètres carrés d'espace en abondance. Recevez vos invités ou détendez-vous en famille dans le salon avec cheminée. Dans la cuisine rustique, vous pourrez préparer de délicieux repas avec tous les produits que vous aurez achetés sur l'un des nombreux marchés français. Les 4 grandes chambres, chacune avec salle de bain et toilette privée, offrent à vos invités ou à vos amis toute l'intimité nécessaire. Les murs épais et centenaires apportent de la fraîcheur pendant les étés chauds. Waouh, mais à c'est l'extérieur vraiment... aussi, vous vivrez littéralement comme un coq en pâte. Prenez votre petit déjeuner ou votre dîner sur la grande terrasse couverte, où la lumière du soleil est filtrée par le platane à 3 branches qui la surplombent. Wow. Mais bon, voilà, c'est la fin. Waouh. Tu vois, il a écrit un vrai récit, le monsieur, ça m'a assez impressionné. Et donc, voilà, tu vas voir si je fais tout ça. Il y a une histoire, quoi. Oui, c'est... Voilà, pour ceux qui sont intéressés, allez lire ce petit texte, c'est très sympa. Mais maintenant, voilà, on peut se permettre de juger. Que ce soit beau ou pas beau. Mais je vais commencer par la dernière, parce que moi j'ai déjà vu les images auparavant. Et je me suis spoilé, mais j'avais pas beaucoup le choix pour un peu tomber sur ce texte. Mais donc la maison, effectivement, toute seule. Elle est au milieu de nulle part. Nulle part, comme lui il le dit. On peut skier pas très loin. et donc voilà. Tu peux te sentir comme un coq en pâte. Est-ce que toi tu achèterais cette maison, Maria? 750 000 euros. Au beau milieu de la France. 750 000 750 000 euros, c'est cher quand même, hein. 750 000 balles. Il m'a dit quand même que c'est au milieu de nulle part. Donc 750 000, ça me semble un peu cher. Un peu cher pour 200 mètres carrés, mais attention, tout rénové peut-être. Elle est pas trop dégueu. Elle est pas spécialement dégueu. Franchement, alors, est-ce que je l'achèterais? Je pense pas, mais elle est pas mal. Oui, c'est ça, rénové, mais année 2000, quoi. Oui, oui. Je dois dire que l'extérieur me plaît plus que l'intérieur. Les choix intérieurs. Les fameux murs centenaires dont il parlait. Et les volets couleur lavande. Oui. Sont vachement sympas en vrai, avec les alentours, les monts où tu peux skier. Tu vois, genre même ça, c'est sympa comme ça, avec les petits escaliers. Ouais, c'est sympa. Après, la cuisine, non. Oui, attention, il y avait un truc romantique quand même. Il disait, vous pouvez cuisiner de bons petits plats du marché. Oui. Ouais. Bien, tu vois, ça te donne envie d'acheter cette maison, peut-être. Ça me donne envie je sais pas, de passer peut-être des vacances, mais l'acheter, je sais pas. oui, tout à fait, une vraie maison de vacances. Oui. Il disait, c'est un rendement fantastique. Même lui, il disait à succès. Oui, à succès, tellement à succès qu'il la met à vendre. Oui, c'est vrai que ça doit être un peu l'environnement, alors si ça fonctionne. Ça pose question. Oui, très bonne remarque d'ailleurs. Tu vois, la photo avec la fenêtre est très chouette. Parce que tout à fait. Très fermé, mais bon, après, c'est presque le sud, donc c'est normal. Après, c'est pas dégueu, quoi. Je suis pas là, genre. C'est vrai. Tu vois, la salle de bain, bon, c'est un peu dommage. C'est un peu malheureux, l'évacuation de l'évier. Je sais pas si t'as vu. Genre, en PVC blanc, très France, quoi. Mais un MDF devant, quoi, s'il te plaît. Ouais, mais il manque un petit live, love, tu vois, ici, un petit c'est vrai. Cette lampe qui t'éblouit le visage. Les trucs en bois, genre welcome. Oui. Genre home. Oui, j'en ai déjà vu quelques-uns, là. Ma maman est une grande adepte de ce genre de texte. Ouais. Bon, sinon, on regarde Au beau milieu nulle part. Marine, la fameuse, qui nous regarde peut-être. Ça peut-être. J'espère qu'elle nous regarde. J'espère que tu nous regardes, Marine. Et voilà, bon, après, le cadre est exceptionnel. Hein. Oui. On s'en plaint vraiment pas. Mais la meilleure partie... La piscine? Non. La quoi? C'est vraiment le texte en canadien. Ah oui, non, oui. le petit texte en fait, j'avais envie de me le mettre là en canadien, avec parfois une petite musique aussi qui vient casser tout ça. Ouais, c'est ça. Et voilà, une ruine qui il y a 25 ans n'était rien, et aujourd'hui un magnifique rénové. À Buis-les-Baronneries, pas très loin de Sisteron et Sceaux. Waouh. C'est vraiment les noms, c'est Chemin de Notre-Dame de la Calma. Mais bon, voilà, c'était une petite critique ici, grâce à notre présentation en IA ici. Merci. Voilà, merci notre ami. Ça nous aide beaucoup dans ce podcast. Ça nous aide énormément. Voilà. Il y a toute une préparation de longue haleine. Oui, à chaque épisode. Même pour le coup, tout est préparé. On est toujours bien et on permet aux gens de découvrir de belles choses. Mais oui, tout à fait. Et nous aussi, au final. On a de plus en plus de fans. Oui, et merci à tous les gens qui nous rejoignent petit à petit. On voit là, comme ça, la Oui, on voit. Doucement, hein, mais... On voit. Attention, étant la chaîne YouTube, on a fait 50 vues. Ouais. Ça, c'est quand même beau. C'est quand même, ouais. Sur Spotify, je pense qu'on a un peu moins, parce que c'est pas encore... Parce que c'est payant. Non, oui, aussi. On aurait de la pub sur nos podcasts. Ouais. On ne gagne pas nous, mais bon, voilà.
Oui. Comme ça. Faut qu'on voit ça. On pourrait rentrer un jour, mais on n'est pas encore là. Un jour, on aura la casquette qu'on avait dit. Un jour, on aura... Oui. Là, on était fort occupés. Moi, j'étais fort occupée avec le VJF. Là, ces derniers temps, c'est abusé. Le VJF m'a pris. Non, mais abusé le temps que tout, là, ces dernières semaines. Ouais. Moi, j'étais très, très fort prise. Maintenant, après votre mariage civil, oui. Il y a un gros down. Et là, on va enfin discuter. On aura pour l'épisode prochain un événement sportif après qu'on pourra un peu discuter. Mais non, il sera le lendemain, mais on pourra en discuter à celui d'après encore. Oui, et on pourra voir la prep. Voir la prep, quoi, bien évidemment. Elle va manger des protes ici. Ouais, c'est ça. Des carbs. Oui, tout à fait. Ah, bien. Bah écoute, Maria, merci pour ce petit podcast qui parle de l'histoire. Merci à toi. Est-ce que tu as un petit conseil, un petit... Dans le thème. En plus, j'ai un truc dans le thème. Parce que. Dans le thème, oui, attention. Alors, tu vas me dire, ça va pas être du tout dans le thème quand je vais dire le titre, c'est normal. J'ai regardé une vidéo YouTube d'un YouTuber qui, je pense, commence à être assez connu dans le YouTube français. Il s'appelle Ego, qui fait des histoires un peu type podcast, etc. La vidéo s'appelle Comment faire disparaître un corps. Là, tu me dis, qu'est-ce que tu racontes? C'est étonnant. Alors, c'est un sujet qui me plaît. Qui te plaît? Mais je vois pas le rapport. Très intéressant. En fait, il commence en expliquant effectivement comment faire disparaître un corps. Sauf qu'en fait, la question est, est-ce que tu sais vraiment faire disparaître un corps? Est-ce que c'est vraiment possible de faire disparaître chaque atome de ton corps ou de quelqu'un que tu as tué? Et donc en fait, il prouve au travers de cette vidéo que tu as différents niveaux de réussir à tuer quelqu'un, on va dire, et d'enterrer quelqu'un. Sauf qu'en fait, quand tu enterres quelqu'un, tu auras toujours les molécules de la personne qui est là. Ouais. Niveau 2, c'est t'as beau le brûler, que tu auras toujours une trace. Niveau 3, c'est si tu mets une charge électrique qui est plus forte que n'importe quoi, tu auras toujours l'atome qui va exister, tu auras toujours une fumée. Et le mec, il en arrive à dire que pour réussir à tuer quelqu'un, la seule manière de le faire, c'est de le faire dans un trou noir. Mais pour l'amener dans un trou noir, il faut détruire une molécule d'une certaine manière. Enfin, c'est ultra intéressant, c'est hyper captivant. Et au final, il y aura toujours en fait une trace de quelque chose. Donc un peu dans le thème de cet épisode. Ouais. Tu n'auras jamais faire disparaître. Même si tu veux détruire une ruine, tu dois bien mettre la pierre de la ruine quelque part. Ouais. Ça va devenir du sable, tu auras toujours quelque chose. Donc là, la Terre, elle est faite de l'histoire, tout simplement. Enfin, là, on a les traces des dinosaures. Mais oui, voilà. Et donc, regardez, Ego, c'est vraiment bien sur YouTube. Je vais regarder. Mais il fait un truc podcast-esque, quoi. Il a aussi fait, je sais pas si c'est lui ou il y a un autre YouTuber qui fait ça, sur l'histoire d'un peintre qui devient un peu, qui est dans la démence et qui, au travers des années, n'arrive même plus à se dessiner lui-même en autoportrait, mais ce qui montre, c'est que son art évolue aussi. Super intéressant. Et il fait ça à travers de différents étages dans un immeuble. Le premier étage, t'es bien, puis 2, ça va déjà plus trop, puis 3, puis 4, puis 5, puis 7. Et en fait, quand tu es au dernier étage, ou inversement, quand tu descends, il devient de plus en plus fou. Et il perd la tête, et malheureusement, voilà, il termine sa vie dans une démence folle, quoi. Mais... Voilà, Ego, c'est super intéressant. Ego, waouh. Je suis sûr que ça t'adorerais en plus. C'est pas du tout du YouTube comme on connaît, quoi. C'est vraiment des histoires poussées, réfléchies. Ouais. C'est une vidéo par mois, mais c'est travaillé vraiment de dingue. Ouais. Ça vaut vraiment le coup. Ok, je note. Et toi? Alors, moi, ça n'a rien à voir. Mais c'est parce que... c'est ça qui est bien. Cette période, c'est la période des mariages, le VJF, et ma période personnelle de concert. Alors, il faut savoir que moi, je n'aime pas vraiment aller au concert. Je kiffe mettre mes écouteurs et écouter la musique, j'adore ça. Mais je me suis toujours dit que si, à un moment donné, il y avait un concert d'un groupe espagnol de mon enfance, j'irai, coûte que coûte. Oui. Je ferai tout pour y aller. D'ailleurs, j'ai même envoyé un message à Alba quand ça s'est produit, que j'allais pas être disponible ce jour-là et que du coup, elle pouvait pas se marier ce jour-là. J'allais au concert de mes potes d'enfance, enfin de mes chanteurs d'enfance. Et donc, c'est La Oreja de Van Gogh. Et donc, pour tous ces gens qui disent « Ah, mais la chanson espagnole, c'est le reggaeton », c'est faux. Je vous vois, c'est faux. Je vous vois. C'est faux. Et ça, c'est un groupe qui est vraiment très connu en Espagne, qui a fait... c'est maintenant qu'ils ont... Mais c'est toujours d'actualité. En fait, ils se sont séparés quand moi j'avais genre 10 ans. Maintenant, ils sont revenus. Enfin, c'est un peu plus compliqué que l'histoire, mais bon, maintenant, ils sont revenus et ils refont une tournée. Oui. Et ça a fait... un buzz. Un buzz, quoi. Et donc, j'y vais le week-end prochain voir ça. Bien, trop bien. Et à Bruxelles? Non, en Espagne. En Espagne. Ah oui, non. Coûte que coûte, ça m'a coûté, je sais plus, 150 € la place pour un truc de 1000. Soit. Et je passe 4 jours, du coup, là-bas. Pour un concert. Wow. Donc, la dedication. Ouais. Et par contre, j'ai été aussi voir Rosalia. La Rosalia. Lundi, en concert aussi. Mais à Bruxelles. Incroyable. À Anvers. À Anvers. À Anvers. Ah, mais c'est dans le Sport Palace.
qu'on peut plus appeler Sports Palace. Ouais, voilà, c'est le je sais pas quoi, dôme. Assadome. Oui. Dôme. Je sais pas. Et très bien. Super, parce que c'est pas juste de la musique, c'est tout une performance scénique incroyable, quoi. Tant mieux. Attends, il y a un nom d'album ou nom de... Oui, donc c'est un album qui est sorti. Tout a été très vite, parce qu'elle a sorti son album en début décembre. Il s'appelle Lux. Lux. Ouais. Okay. Et genre un mois après, il y a les entrées qui sont... Ah oui, mises en avant. Ouais, ok. Ah waouh. Ouais, donc alors je vais pas vous conseiller d'aller à son concert parce que c'est sold out. Tout simplement. Tout simplement. Mais écoutez l'album. Et regardez des vidéos du concert. C'est sympa. Regardez des vidéos de Maria pour lui demander, elle vous l'enverra sur... Voilà, ou de ma sœur, parce que moi je fais pas de vidéos. Oui, c'est vrai. Bah écoute, voilà. Alba, qui nous regarde ici, tu nous donnerais une petite ref aussi pour terminer cet épisode, histoire de finir un truc bien. Allez, je vous la passe pour finir là-dessus. Allez. Elle c'est Miss Littéraire. Ouais. Moi j'ai un petit livre à conseiller. Lisez La dernière allumette de Marie Vareille. Je suis d'accord. Voilà. Je vous le conseille aussi. Voilà. Déjà Marie Vareille en général, très belle écriture. Mais La dernière allumette, il y a un petit truc, un petit plot twist dont on s'attend pas. Voilà. Ouais. C'est tout. Merci Alba, merci Maria. Merci Thomas. On s'entend dans un mois. Ouais, après votre mariage. Secret, mais on s'entend effectivement après le mariage civil. Wouh. Donc voilà, merci à tous, au revoir. Merci. Ciao. Alba, tu nous dis au revoir aussi à tout notre public. Ciao. Bye.